Bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange préalable. Et si vous voulez bien, Je vous si remercie. Joanne, tu en es d'accord, on peut engager la première table ronde de l'après-midi que je vais te laisser présenter. Merci Alix. Donc, à partir de maintenant, on va commencer donc, notre première table ronde qui, elle, s'intéresse à la mise en culture des plages. Donc, on a réuni pour cette table ronde des personnes qui viennent à la fois du monde de l'art et à la fois du monde des sciences pour comprendre la diversité des expériences qui se nouent et des dispositifs pour inventer des expériences sur ces plages. Donc, je vais avoir l'honneur de recevoir 4 personnes aujourd'hui, à savoir donc Michael Filippo. Michael, il est chorégraphe, formé aussi bien aux arts plastiques qu'aux arts chorégraphiques. Il est danseur, interprète, chorégraphe en collectif ou en solo par la suite, et il est directeur artistique de la manifestation à domicile qui se déroule en Finistère Nord, à Guissény plus précisément. Et nous l'avons invité pour venir discuter de cette manifestation. Nous aurons également Jean-Baptiste Monin, qui appartient au Centre permanent d'initiative pour l'environnement, la CPIE de Marennes-d'Oléron. Et nous l'avons invité plus particulièrement à venir nous exposer ses interventions dans le cadre des aires marines éducatives, qui sont des dispositifs de gestion participative par des enfants et des enseignants d'une partie du littoral. Il nous expliquera ça bien plus en détail, évidemment. Nous aurons ensuite Anne Langlard, qui est directrice du centre culturel L'Hermine à Sarzeau et aussi directrice artistique du festival Plage de danse. Et enfin, nous finirons avec Clélia Bilodeau, qui est enseignante à l'Université de Paris et chercheuse au LADIS. Elle est spécialiste en géomatique et en biogéographie, mais aussi de plus en plus en cartographie sensible. Et elle viendra nous parler d'une expérience qui a eu lieu à Bidart à la demande d'un collectif habitant sur une commande de la mairie et qui a mis en lien des apprentis chercheurs que sont les étudiants de master. Donc, je vous propose, pour commencer, d'écouter d'abord Michael. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Je viens de réactiver mon micro. Enchanté et merci beaucoup pour cette invitation, Johan. Donc, comme tu le disais, je suis danseur, interprète et chorégraphe. Toc, excusez-moi. En fait, comme on a 8 minutes, je chronomètre pour ne pas déborder, tout simplement. Et je suis chorégraphe en danse contemporaine. Et je suis directeur artistique de la compagnie BIP. Et BIP, c'est la contraction de Biportrait, qui est un peu la genèse et la base de toute ma démarche artistique depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans. Et pour résumer cette démarche en quelques mots, en fait, tous les projets que j'initie, que ce soit des pièces chorégraphiques ou même tout autre type de projet, n'est toujours de rencontres avec des personnes qui ne sont pas nécessairement issues du champ chorégraphique, ni du champ artistique. Parfois, ce sont des professionnels, mais pas nécessairement uniquement. Je donne un exemple qui est le dernier en date, qui est un duo entre une mère et sa fille qui s'appelle De Françoise à Alice, qui est donc un duo chorégraphique entre une mère et sa fille. Alice, qui a 35 ans, est en situation de handicap et porteuse de trisomie 21. Et en fait, on travaille sur toutes les relations qu'elles entretiennent dans leur quotidien, à la fois entre elles en tant que mère et fille, en tant que personne dite valide et personne en situation de handicap, entre deux femmes, entre deux interprètes, car la danse a une très grande part dans leur vie. Et le duo sur lequel on a travaillé pendant 3 ans et qu'on devait créer début novembre, et pour les raisons que nous connaissons, nous n'avons toujours pas fait de première, alors on devrait être à la 13e. Pour ce qui nous rassemble, je suis également directeur, donc comme tu le disais, d'une manifestation qui existe depuis 14 ans et qui s'appelle À domicile et qui se situe dans un tout petit village dans le Finistère Nord et donc à Guissény. Pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, vous avez Brest, vous faites un trait sur la carte et à vol d'oiseau, vous arrivez sur la côte des légendes et pratiquement vous arrivez à Guissény. Et Johan, est-ce que tu veux bien lancer, s'il te Tout à plaît, le fait. diaporama? Merci beaucoup.
Donc là, vous avez quelques clichés de certaines, donc clichés photographiques uniquement, de certaines restitutions du travail qui a été mené avec les habitantes et les habitants de Guissény. Donc en 2008, j'ai été invité en tant que chorégraphe à Guissény pour créer un projet avec des personnes. Il se trouve que j'ai rencontré le chorégraphe de danse traditionnelle de Guissény, donc Abeldro Guissény, et on a créé un projet en 11 jours. Et ça doit être à chaque fois un one-shot, comme les différentes propositions que vous pouvez voir en ce moment. Et il se trouve que cette pièce, on a eu la chance de la présenter en France et à l'étranger pendant 8 ans, ce qui était une expérience assez incroyable. Et il se trouve que je suis retourné dans ce village, travailler à différentes occasions pour répéter avec les danseurs. La jeunesse de ce projet, c'est un chorégraphe qui s'appelle Alain Michard, qui, avec le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, qui est installé donc à Rennes et qui était dirigé à l'époque par Catherine Diverès, donc deuxième entité, la troisième étant l'Office de tourisme de Guissény. Ils se sont lancés dans cette aventure assez folle en 2007, donc, pour inviter des chorégraphes ou des artistes proches du milieu chorégraphique à créer des projets, à traverser des processus de création au départ avec les habitants de Guissény, puis au fur et à mesure, ça s'est étoffé en Bretagne et puis en France. Le principe est donc celui-ci. L'un des enjeux, c'est aussi d'amener des démarches qui parfois peuvent sembler exigeantes, parfois sont complexes, dans un milieu où la danse contemporaine n'est pas du tout une évidence, et aussi de dire que la danse contemporaine, ça ne fait pas mal. Je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parfois quelque chose qui fait un peu peur, et le désir, pour l'équipe d'À Domicile, c'est vraiment de se dire: «Oui, même dans un petit village de 2000 habitants, il est possible de traverser des processus avec des chorégraphes, qui viennent de France, mais aussi de très loin à l'étranger, pour, traverser ensemble une expérience de création, pendant une dizaine de jours». Ça se situe toujours à la fin de l'été, enfin fin août, les 15 derniers jours d'août. Parfois ça déborde un peu sur septembre. Et donc j'ai été nommé directeur en 2010. On ne savait pas si l'expérience allait se poursuivre, et il se trouve qu'en 2011, je suis devenu, chorégraphe associé au Quartz, qui est la scène nationale de Brest. Et pendant 3 ans, parce que quand on est chorégraphe associé, on est, associé pour une durée de 3 ans. Pendant 3 ans, ma principale, «mission» entre guillemets, en tant que pédagogue, ou toutes mes missions d'atelier étaient vraiment de poursuivre l'aventure d'À Domicile. Donc le Quartz a investi de l'énergie, de l'argent, pour que cette manifestation puisse perdurer, ce qui n'était pas évident à ce moment-là, en 2010. Et donc, moi, je suis directeur depuis 11 ans maintenant, et on a comme ça différents partenaires, donc les tutelles, à savoir la DRAC, l'État, la région, la communauté de communes, le département, la commune de Guissény. Il y a également différents partenaires, donc je citais à l'instant le Quartz, la scène nationale de Brest. Depuis 14 ans, le Centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne est également un partenaire important, même s'il a connu 3 directions différentes. La dernière en date est un collectif qui s'appelle FAIR, et qui est issu plutôt d'une esthétique hip-hop, donc a quand même continué à poursuivre cette aventure. Et pour terminer, je voulais aussi citer 2 réseaux auxquels, participe À Domicile. Le premier, qui s'appelle Réseau Danse en Finistère, qui est une sorte de constellation de, beaucoup de structures dans le Finistère, qui vont de certaines MJC, jusqu'à des théâtres comme le Macorlan, par exemple à Brest, en passant par À Domicile. Et le principe, c'est de soutenir le travail d'un ou d'une artiste ou d'un collectif pendant une année. Donc, ça va d'ateliers jusqu'à l'accueil de spectacles, en passant par des expérimentations comme celle de Guissény. Le deuxième réseau, c'est un réseau qui s'appelle Nos lieux communs, et qui est un réseau de 8 structures culturelles en France, dédiées à la création contemporaine et au spectacle vivant.
et qui s'inscrivent comme à domicile, mais à des endroits très différents, qui inscrivent leurs actions dans des espaces naturels ou des lieux atypiques, voire des jardins remarquables. Et ces structures développent leurs projets artistiques comme des sortes de, je pourrais résumer ça comme une sorte de révélateur du paysage, et tout interroge à des endroits très différents les points de vue sur le monde et l'espace public, au prisme de regards singuliers des artistes, mais aussi des personnes qui contribuent comme les habitants de Guissény. Voilà pour faire une brève introduction de ce festival. Merci. Peut-être que maintenant, on pourrait écouter Jean-Baptiste Monin. Je referai partager le diaporama dans la suite de la conversation. Tu es là, Jean-Baptiste, avec nous? Oui, tout à fait. Je cherchais à partager l'écran, mais on m'a dit que je ne peux pas. Ah, est-ce Si, que peut-être, pardon. on va te donner les droits? C'est vrai que là, Séverine, si tu nous entends, si Jean-Baptiste, Ah, Clélia c'est peuvent bon. aussi. Voilà, super. Normalement, ça va être bon, pardon. Donc, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Donc, effectivement, je travaille pour le CPIE Marennes-Oléron. Donc, les CPIE sont des associations qui agissent sur leur territoire en matière de préservation de l'environnement. Donc, avec une union nationale, on représente à peu près 80 structures réparties un peu sur le territoire français, avec à peu près 1000 salariés dans le réseau et 80 CPIE. Donc, et nous, on est sur Marennes-Oléron et on nous a proposé de présenter ce qu'on fait en milieu scolaire avec le dispositif des aires marines éducatives. Donc, il y a un dispositif qui est piloté, animé par l'Office français de la biodiversité. Voilà, pardon. Et là, je vais vous parler d'une expérience basée sur 2 écoles principalement, sachant qu'aujourd'hui, on a 12 écoles qui suivent ce processus-là et bientôt une vingtaine. Donc, il s'agit effectivement, Johan l'a dit en introduction, d'amener les élèves, en fait, dès le CM1, CM2, dès 9-10 ans, à non seulement à s'intéresser à leur milieu proche, mais aussi à s'y impliquer, à s'investir un petit peu. Alors, le processus, c'est d'abord de leur laisser découvrir ce milieu-là et de façon relativement libre. Alors, on va aller souvent sur l'estran, voir un peu ce qu'on trouve. C'est assez libre. Vous voyez, les élèves n'ont pas de cahiers, de crayons, de boîtes, d'appareils photo. Au début, on est vraiment sur une façon libre parce que bon, certains vont s'intéresser à attraper un crabe, évidemment, ou une étoile de mer, mais d'autres vont ressentir l'eau froide, le vent, le soleil, les bruits, l'ambiance, etc. Et tout ça va nourrir petit à petit le projet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur les strands? Plein de choses, des limaces de mer, des étoiles, toutes sortes de choses incroyables, des animaux qui font des trous dans les pierres. Donc, tout ça fait l'objet évidemment de curiosité, de découverte. Bon, attraper un crabe, c'est quand même un acte fondateur pour des enfants. Et puis petit à petit, voilà, on attise leur curiosité. Donc, ils commencent à s'intéresser, à poser des questions à nos collègues animateurs. Donc, on répond bien évidemment. Et petit à petit, commence à s'installer un rapport un peu de prise d'information sur ce milieu-là, tout à fait étrange. Pourquoi là, les crabes portent les œufs comme ça? Enfin, voilà, toutes sortes de questions qui se posent. Et on essaye, nous, dans notre méthodologie, on va dire dans notre pédagogie, de ne pas être tout le temps en interface, c'est-à-dire qu'on n'est pas lors d'une visite guidée avec un espèce de discours préparé, etc. On fait en sorte que l'enfant crée ses propres liens avec le milieu. Alors, on est là, nous, en soutien ou en ressources, mais on n'est pas tout le temps là dans la sortie. On s'efface et on laisse faire un petit peu les choses. Et c'est ça qui forme la richesse un peu des découvertes et de l'expérience, on va dire, qu'ils vont vivre. Et donc, pour donner un exemple, voilà, une première sortie de terrain, c'est 65 espèces et enjeux discutés pendant la sortie. Donc, c'est très, très riche. C'est même trop riche, mais c'est pas grave parce que on a beaucoup de temps après en classe pour reprendre toutes les notions, répondre aux questions, renoter les mots, vérifier dans les livres ce qu'on a vu, et puis voilà, prendre des informations, creuser un peu les questions. Donc tout ça va ensemble.
Puis à un moment donné de l'année, eh bien, les élèves doivent donc s'impliquer et donc doivent décider ensemble. Donc là, ça fait l'objet de débats et de discussions très ouvertes, très intéressantes aussi pour des élèves aussi jeunes. Eh bien, des discussions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette aire marine éducative. Donc ça, c'est des moments très intéressants également. On doit positionner l'aire marine éducative donc sur une carte satellite. On en profite pour regarder toutes les autres aires marines éducatives du monde, enfin de France, mais c'est partout dans le monde quand même. Notamment positionner les îles Marquises sur une carte parce que ce n'était pas gagné en CM1. Mais voilà, donc tout cet apprentissage se fait au fil de l'année. Et puis, les élèves travaillent. Alors, on ne sait pas à l'avance sur quoi ils vont vouloir travailler. Donc, c'est le côté aventure un peu du processus. Donc, c'est très intéressant. Il faut être ouvert à cette aventure-là. Certains vont s'intéresser à la biodiversité, d'autres plutôt à des usages, d'autres plutôt à des impressions, d'autres avoir une approche plus artistique, plus sensible. Enfin, tout est possible. Donc, on accompagne un petit peu tout le monde. Puis en fin d'année, voilà, on a un petit compte rendu et puis des actions concrètes qui sont faites. Je n'ai pas le temps de les détailler là, mais beaucoup de productions, évidemment, scolaires sont faites. Alors, petit à petit, on voit les élèves qui se familiarisent avec l'océan. Pour donner un chiffre, on est intervenu la première fois dans une classe de l'Abré Saint-Denis d'Oléron. Donc, c'est vraiment la pointe de l'île d'Oléron. Donc, c'est des enfants qui vivent quand même dans un milieu maritime. Eh bien, on a posé la question de savoir lesquels étaient un peu familiers de l'estran ou de l'océan. On a eu 3 mains qui se sont levées sur 27 élèves. Donc, et ça, on le retrouve très souvent dans les territoires, même hors bord de mer. Mais le fait d'aller dans la nature, d'aller dehors, d'aller s'intéresser un peu à ce qu'il y a autour, eh bien, ça devient rare. Donc, il y a vraiment du travail. Bon, aujourd'hui, ils sont tous spécialistes, je vous rassure, de ces questions-là. Évidemment, dans certains cas, et quand on peut, on mobilise un peu les parents. Donc là, c'est le cas de la Cotinière. Donc, c'est un port de pêche important quand même. C'est le 7e port français qui est sur l'île d'Oléron. Et donc, les parents, beaucoup travaillent dans le milieu marin, avec l'océan ou avec le milieu de la pêche. Donc, c'est intéressant aussi de les impliquer pour qu'il y ait voilà, une discussion aussi dans les familles. Et puis, c'est toujours intéressant d'associer des pêcheurs à une initiative, on va dire, écologique, parce que ces mondes-là ne se parlent pas toujours. Et là, on a finalement une communauté d'intérêt qui se crée. Donc, c'est vraiment un moment intéressant. Et puis, il se passe énormément de choses, des choses qui sont mémorables pour les élèves. Là, c'est l'exemple de capsules d'œufs de raie qui ont été trouvées. Donc, normalement, quand elles arrivent sur les plages, elles sont vides, parce que les petits poissons sont partis vivre leur vie en mer. Mais il arrive de temps en temps qu'on en trouve une capsule qui est encore son embryon vivant. Et donc, on a pu faire éclore cette raie en classe. Et donc, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'on a le temps. On a le temps d'y passer. S'il faut passer 1 heure ou 2 heures ou y revenir, eh bien, on va prendre le temps. Et évidemment, c'est vraiment très précieux pour les élèves de pouvoir profiter de tous ces moments vraiment largement. Alors, une petite citation de l'ancien maire de la commune qui nous a dit en conclusion, chaque enfant d'Oléron devrait avoir la chance de découvrir son territoire de cette manière. C'est vrai que ce dispositif-là, des aires éducatives, donc il prévoit 2 choses qui sont très intéressantes. Donc le côté aventure, c'est la pédagogie de projet. On laisse les élèves prendre part à leurs apprentissages et on obtient en retour beaucoup de motivation et du sens aussi dans leurs apprentissages. Et donc, ça permet d'aller plus loin, souvent dans les apprentissages, on va dire, très scolaires, comme le français. C'est sûr que si vous voulez faire un article de presse ou un panneau ou quelque chose, une explication, eh bien, il va falloir écrire correctement, choisir ses mots, etc., etc. Donc, c'est des apprentissages qui sont favorisés par le côté motivant de la pédagogie qui est effectuée. Et puis, très récemment, fin février, la ministre de la Transition écologique était avec ces élèves-là. Elle a été passionnée pendant 3/4 d'heure et on sent qu'il y a derrière tout ça une envie de déployer ce dispositif. Alors actuellement, il y a 340 aires éducatives en France, pilotées donc toujours par l'OFB, 200 aires marines et à peu près 140 aires terrestres. L'objectif de la loi de biodiversité, c'était d'en avoir 500 en 2022, mais on espère bien que cet objectif va être revu à la hausse parce que c'est vraiment des méthodes d'apprentissage qui sont précieuses et fort intéressantes et fort productives en termes d'apprentissage et puis d'apprentissage aussi du respect et de l'implication dès le plus jeune âge pour la préservation de la nature et pour la
le changement un peu écologique dont on a tous besoin. Merci de votre attention et puis à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je propose qu'on écoute Anne Langlard, qui va se présenter et qui va nous présenter. Oui, donc bonjour et merci pour cette invitation. Donc moi, je dirige l'Hermine, qui est un centre culturel labellisé scène de territoire pour la danse, situé à Sarzeau, sur la presqu'île de Ruisse, et qui administrativement aujourd'hui dépend de l'AGLO, de Golfe du Morbihan Panagglomération. Voilà, donc un projet en tout cas autour de la danse qu'on développe tout au long des saisons culturelles. Et en 2012, donc sous l'égide de la communauté de communes de la presqu'île de Ruisse, dont on dépendait à l'époque, et avec le soutien du conseil départemental du Morbihan, de la DRAC, de la région, nous avons créé le festival Plage de danse. Alors, plage de danse, plage au pluriel, avec une double lecture, effectivement, des formes qui pouvaient se tenir sur la plage ou près des plages, et puis des plages comme les plages d'un disque, c'est-à-dire des moments, en tout cas, pendant 4 jours, des moments de danse. Voilà, donc c'est un événement spécifiquement dédié aux formes chorégraphiques pour l'extérieur, essentiellement pour l'extérieur, en lien avec les paysages. L'idée, c'était de fédérer des acteurs sur un territoire, des acteurs d'horizons très différents, autour d'un projet commun. Donc ces acteurs, alors il y avait l'Hermine, il y avait des acteurs patrimoniaux comme le château de Sussigno qui a été très actif sur les premières éditions de Plage de danse, des communes, l'ensemble des communes de la presqu'île, des structures d'enseignement artistique, des associations. Voilà, donc ça c'est vraiment en tout cas l'intérêt aussi de cet événement-là, c'est de fédérer tous ces acteurs autour d'un projet commun. Et ce projet, donc, c'est d'inscrire la danse dans le paysage de la presqu'île de Ruisse, avec un double objectif qui est à la fois changer le regard du spectateur sur la danse. Comme le disait Michael Filippo, c'est vrai que la danse contemporaine, parfois, ça fait peur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et donc, voilà, l'inscrire en tout cas dans des paysages, ça permettait et ça permet vraiment de changer ce regard, finalement, de le rendre peut-être plus direct. Et puis l'autre objectif, c'est l'inverse, en fait, c'est aussi finalement changer le regard du spectateur sur le paysage et puis lui permettre finalement de redécouvrir des endroits qu'il connaît très bien, qu'il traverse des fois quotidiennement, par le biais d'une discipline artistique, donc, qui est la danse. Voilà, c'est vraiment un aller et retour finalement de regard sur la danse et sur les paysages. Donc, pour Plage de danse, c'est environ une quinzaine de spectacles sur un week-end de 4 jours. Ça a lieu au moment du week-end de l'Ascension en alternance avec la semaine du Golfe. Donc, à peu près 15 spectacles, des ateliers de pratique ouverts au grand public, donc entre 8 et 10 ateliers de pratique de toutes sortes de danses, et puis des expositions en extérieur, en intérieur, et des projets pédagogiques associés avec les réseaux des conservatoires et des écoles de danse. Donc voilà, c'est vraiment toute une synergie, en tout cas, de propositions. Donc chaque proposition artistique dans Plage de danse est pensée pour un lieu particulier. Donc on va choisir en tout cas l'endroit de la diffusion d'une œuvre. Alors bien sûr en fonction des contraintes techniques de la pièce, puisque voilà, on va rechercher la qualité du sol, les dimensions, le placement du public, voilà, donc tout ça va entrer en ligne de compte, mais aussi de ce que finalement peut apporter l'endroit de la diffusion de la pièce
sur ce qu'il apporte de plus-value émotionnelle finalement dans le regard du spectateur. Et par exemple, sur la presqu'île de Rhuys, on ne va pas du tout avoir les mêmes ambiances si on est côté golfe ou si on est côté océan. C'est vraiment deux endroits différents qui sont situés tout près l'un de l'autre, mais en fonction de ce que raconte la pièce, en fonction de ce que le chorégraphe a envie aussi de transmettre à travers sa création, voilà, on va choisir l'endroit avec lui ou avec nous, ce qu'on connaît de cet endroit-là, et avec les partenaires sur le territoire. Donc, alors, ce qu'on va plutôt faire, en tout cas pour ce qui est vraiment de la plage, parce que ce n'est pas facile en fait de diffuser des œuvres sur la plage, en tout cas des œuvres qui n'ont pas été créées sur la plage. Donc, pour ce qui est vraiment de la plage à proprement parler, on va effectivement plutôt y diffuser des formes qui ont été créées spécifiquement pour ce milieu-là. Voilà. Et pour vraiment créer une interaction entre ce milieu et la danse. Alors, donc, de quelle manière on va créer ces interactions? Alors, il y en a plusieurs. On a eu, dans Plage de danse, on a passé commande des fois à des chorégraphes, voilà, pour concevoir spécifiquement une pièce pour un endroit donné. Alors, on a vu tout à l'heure un duo qui se passait sur la grève, qui se déroulait sur la grève de Port-aux-Moines à Saint-Gildas-de-Rhuys. Donc ça, c'était une création qui s'appelait Un homme à la mer de Capucine Gust, la compagnie MCA. Alors, Un homme à la mer, c'est une pièce de Marguerite Duras, c'est un trio amoureux entre deux hommes et une femme. Voilà, c'est un très beau texte. Et on a en fait recherché pour cette création une ambiance, un cadre, une architecture vraiment qui permettait de renforcer la narration. Donc là, dans l'image qu'on voit, on voit la jetée. Ils ont utilisé cette jetée jusqu'au bout pour figurer l'éloignement. Ce jour-là, il y avait de la brume, il faisait gris. Voilà, donc ça a vraiment, le cadre même, en tout cas, a appuyé complètement le propos de la pièce. À d'autres moments, on va plutôt rechercher un lien entre la danse, entre le corps et l'environnement naturel. Donc là, je pense particulièrement aux créations in situ. On a vu quelques images aussi, notamment, par exemple, celle que propose le Pôle, qui est une compagnie de danse de Lorient, qui est venue par 2 fois à Plage de danse proposer vraiment des pièces au bord de l'eau, dans des propositions complètement inattendues. Donc en 2018, ils ont créé une pièce qui s'appelait Dialogue dans le bassin à huîtres du port du Lojo. Voilà, pour expérimenter l'eau, l'élément eau, flotter, disparaître. Voilà, donc c'était absolument magique. Et là, la dernière édition, donc c'est l'image notamment qu'on voit, ils ont joué une performance qui s'appelle 3h33, donc c'est 3h33 de danse non-stop sur la pointe de Penvins, entre terre et mer. Voilà. Où vraiment ils se sont aussi mis à l'eau. Pareil, il ne faisait pas chaud, décidément. À chaque fois que le pôle se jette à l'eau, c'est jamais des jours de grande chaleur. Mais en tout cas, c'est vraiment passionnant parce que cette performance-là, elle est créée, ils arrivent la veille, elle est créée par rapport à un paysage donné. Une troisième manière d'expérimenter cette rencontre entre le paysage et l'œuvre, c'est plutôt de rendre le public acteur. Donc là, c'est par exemple proposer des balades chorégraphiées sur la plage. Donc on l'a aussi expérimenté plusieurs fois sur Plage de danse. On a vu tout à l'heure une image, c'était la chorégraphe anglaise Charlotte Spencer avec Walking Stories, qui était vraiment une balade chorégraphiée au casque, où finalement l'enregistrement a été fait vraiment en s'inspirant de l'endroit où avait lieu cette balade-là, et où elle crée finalement, à travers ses instructions, une myriade d'interactions entre les danseurs, enfin les gens qui se baladent et qui font cette balade-là, et l'environnement. Voilà.
Et puis, une autre manière qu'on a beaucoup expérimenté aussi, c'est d'interaction entre donc, la plage et la danse. C'est l'endroit de recherche et de création pour les élèves. Donc, je parlais tout à l'heure des projets pédagogiques associés. Voilà, je crois que j'avais mis une image de la création de Rosine Nadjar, la compagnie L'eau, qui s'appelait Walk on the Wild Side, et qui était tout un parcours en fait autour du port du Lojo, où les jeunes élèves, en tout cas, expérimentaient tous les espaces naturels de cet endroit-là, et notamment la plage. Donc ça, voilà, c'est cette photo-là. Donc ça, ce sont des projets qui sont créés vraiment 6 mois à l'avance, voilà, avec un temps de recherche très long entre le chorégraphe et les élèves. Donc voilà, la démarche de plage de danse, c'est vraiment qu'à toutes les échelles, celle du spectateur, celle des artistes, celle des élèves ou des pratiquants, c'est vraiment de créer en tout cas cette rencontre unique et finalement magique et respectueuse entre la danse et l'environnement, et particulièrement la plage. Merci Anne. Maintenant, je propose à Clélia de nous présenter du coup l'expérience qu'elle a vécue avec les étudiants d'Espace et Milieux. Oui, bonjour à tous. Merci vraiment Joanne et à toutes les personnes qui ont organisé ces journées. C'est un vrai bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais vous présenter, alors je vais vous partager mon écran. Je vais vous présenter une expérience que j'ai menée. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, très bien. Donc, c'est un travail qui a été fait sur la ville de Bidar. Donc là, on est à côté juste au sud de Biarritz. Donc, c'est une région que j'ai découvert à travers ce projet. Donc, on y a été l'année dernière. Et en fait, cette expérience que je voulais vous présenter ici mêle donc les habitants, des médiateurs, des étudiants et des chercheurs qui se sont donc posé des questions sur l'évolution d'une ville, ville qui a la particularité d'être sur le littoral. Donc cette ville, c'est la ville de Bidar, qui est une ville de 7000 habitants à peu près. Donc comme vous voyez sur la carte ici, on voit que la ville est sur le bord de l'océan et donc cette ville est tournée vers cet océan et les habitants un collectif d'habitants de Bidar se sont constitués en partenariat avec la mairie de Bidar pour réfléchir à l'évolution de cette ville, l'évolution passée mais aussi l'évolution future et ce qui était finalement qu'est-ce qui s'était passé pendant le dernier siècle dans cette ville, comment la ville avait évolué, vers quoi elle allait. Et donc, ces habitants ont réfléchi notamment à travers un recueil de témoignages. Et pour organiser cette réflexion, ils ont fait appel à l'Atelier des jours à venir en tant que médiateur scientifique. Donc, l'Atelier des jours à venir est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été financée pour la mise en œuvre d'un projet qui s'appelle Nouveau Commanditaire Sciences. Et donc, dans les projets Nouveau Commanditaire Sciences, il y a eu donc ce projet avec la ville de Bidar. Et depuis l'année 2017, à peu près, les étudiants, pardon, les habitants de cette ville, excusez-moi, les habitants de cette ville se sont réunis de nombreuses fois pour réfléchir sur leur projet et notamment arriver à formuler une question de recherche. Et ils ont fait ensuite appel à différents chercheurs en sociologie, en histoire et également en géographie. Et c'est à ce titre que nous sommes intervenus, donc moi-même et mes collègues, et surtout les étudiants du Master 2 Espace et Milieu, donc avec les responsables de ce Master 2 qui sont Étienne Grésillon et François Bouteau, donc Master 2 qui est à l'Université de Paris. Et donc, les habitants ont présenté cette question de comment cette ville de Bidar avait évolué au cours du XXe siècle, et notamment avec cette particularité d'être sur le littoral. Donc là,
décentralise un petit peu, on ne parle pas que de la plage en elle-même, mais vraiment qu'est-ce que le littoral fait à la ville et comment il évolue, comment la ville évolue en fonction de cette position. Et les étudiants, donc c'est un peu comme tout à l'heure, Jean-Baptiste Bonin parlait de la pédagogie de projet. Là, on va sur le terrain avec les étudiants. Les habitants nous présentent cette question qu'ils ont formulée au cours des réunions depuis 2 ans. Et donc, avec les étudiants, on arrive avec un certain bagage de méthode, etc. Et puis, pendant donc, 2 semaines, en février 2020, nous sommes posé des questions, nous sommes intéressés à cette question. Et les étudiants ont décidé de partir dans 3 directions. La première, ça a été de réaliser un travail de cartographie sur l'évolution de l'occupation du sol au cours du XXe siècle sur cette ville de Bidart, donc à partir de photographies aériennes anciennes. La deuxième partie, ça a été de réaliser des enquêtes, donc des questionnaires, des entretiens et de proposer à des personnes de Bidart, également des touristes, des personnes travaillant à Bidart, de dessiner des cartes mentales de cette ville. Et enfin, la troisième partie, ça a été de travailler sur des ambiances paysagères et sonores de cette ville et de son littoral. Donc, pour la première partie en cartographie, alors, je vous explique très brièvement, c'est juste entre guillemets, juste parce que ça demande de longues heures devant l'ordinateur, de prendre une série de photographies aériennes anciennes, de les localiser. Donc, on appelle ça le géoréférencement. Et là, vous voyez une des images les plus anciennes sur cette ville. Donc, ce sont des images qui sont accessibles à tous sur Internet, hein, sur un site qui s'appelle Remonter le temps, un site de l'IGN. Donc là, cette image est de 1938 et on voit ici la même zone, mais en 2012. Et sur ces zones, on voit qu'on peut distinguer la plage, on peut distinguer des zones de pelouse, des zones urbaines, etc. Et donc, les étudiants, après leur travail de localisation de cartes anciennes, ont aussi réalisé un travail de digitalisation de toutes ces zones, après avoir créé eux-mêmes leur typologie, donc d'espaces naturels, forêts, landes, etc. Et puis, grâce à cela, ils ont pu, donc, sur l'ensemble de la ville que vous voyez ici, dresser en fait une carte de l'occupation du sol. Donc, celle qui est présentée ici, c'est celle de 2012. Mais en fait, ils l'ont réalisée sur une dizaine de dates, comme on voit ici, donc de 1938 à 2012. Et donc, comme cela, on peut voir comment évoluent en termes de surface les zones urbaines, les zones naturelles, etc. Donc, ça va apporter des informations qui vont être la source de discussion. Donc, ça va alimenter le questionnement des habitants et le prolonger. Et on pourra, par exemple, se poser des questions comme sur l'expansion urbaine, par exemple, grâce à ces données ici, donc entre 1938 et 2012. Et ici, un autre exemple sur l'expansion, la suppression des zones agricoles qui sont devenues des zones de bâti. Et donc, comment cette ville, qui était d'abord tournée vers la pêche, puis vers l'agriculture, et enfin actuellement vers le tourisme, depuis le début du XXe siècle, comment cette ville a évolué en termes temporels, mais aussi en termes spatial. La deuxième partie de leur travail a porté sur la réalisation d'enquêtes sous forme de questionnaires et aussi d'entretiens. Et une des premières réalisations que les étudiants ont fait sur le terrain, c'est d'aller se promener dans la ville et proposer aux habitants de dresser une carte mentale de leur ville. Alors, parfois, ça ressemblait fort à des dessins. Parfois, c'était plus une carte dressée. Alors, on peut voir hein, le littoral et l'importance des plages qui vont structurer les utilisations de cette ville. Et voilà, on a un grand ensemble de dessins qui ont été réalisés, puis ensuite collectés, catalogués par les étudiants et analysés. Et donc, sur cette ville, il y a certaines zones qui vont être plus mentionnées. Évidemment, l'ensemble des plages du littoral,
va être extrêmement mentionnée, tout comme la place centrale, bien sûr, quitte à ce que l'arrière-pays, en fait, soit moins mentionné, tout comme ici, on voit qu'il apparaît ici le terme « le reste », c'est en fait ce qui n'est pas du littoral. C'est vraiment tout ce qu'il y a en arrière et peut-être ce qui est moins accessible, ou en tout cas ce qui est moins mis en valeur. Donc voilà, il va pouvoir y avoir une réflexion justement sur ces mises en valeur possibles de ces zones qui ne sont pas du littoral. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces zones justement? Donc il a été réalisé une étude des ambiances paysagères, alors ambiance paysagère du littoral, mais également de ce qu'il y a de l'autre côté d'un grand axe routier ici, qui est l'autoroute A63, qui traverse cette ville, et notamment des surfaces boisées ici, qui sont également intéressantes en termes d'ambiance naturelle. Donc, il a été les personnes sur lesquelles les étudiants ont réalisé des entretiens ont été aussi ont mentionné aussi parfois ces zones-là, mais beaucoup moins que les zones du littoral. Alors, on voit ici qu'un certain nombre d'habitants et d'usagers de cette ville ont vraiment l'attention tournée vers ces plages, vers ce littoral. Mais donc, il pourrait aussi être intéressant de s'en détourner parfois. Et on a réalisé, d'autre part, des études des paysages sonores avec tout un ensemble d'enregistrements qui ont permis aux étudiants de prêter attention à un sens qui est le sens de l'ouïe, auquel ils ne portaient pas forcément attention de premier abord. Et également, à la fois, eux ont développé ce sens, ont développé cette attention à l'ouïe, mais également, du coup, ils ont pu en parler aux habitants qui eux-mêmes donc, ont pu se poser des questions sur cette ambiance sonore et jusqu'où on peut entendre l'océan quand on s'éloigne des côtes, par exemple, à partir de quand on entend l'autoroute ou quand est-ce qu'on entend les oiseaux, etc. Donc, ça a été aussi une autre forme de réflexion. Et il a été également, on s'est posé la question de l'ensemble des ambiances sonores qui avaient été mentionnées par les enquêtés. Donc voilà, c'était aussi une autre forme de sens, en plus du visuel, qui nous ont permis de nous poser des questions. Et à la fin de ces 2 semaines, donc les étudiants de ce master ont fait une présentation à la mairie de Bidart, donc devant les habitants impliqués dans ce projet, également devant les personnes de la mairie et devant également les personnes, les médiateurs de l'atelier des jours à venir, évidemment. Donc voilà, ça a été une expérience très riche et intéressante qui était particulièrement intéressante dans dans ce contexte de ville du littoral, justement pour se poser de ces questions de ce que le littoral fait à la ville. Voilà. Merci Clélia. Du coup, là, on a essayé autour de cette table ronde de mettre en perspective 4 expériences différentes sur lesquelles, qu'elles viennent du monde de l'art ou des mondes des sciences, naturalistes, académiques, des formes de savoir expert, des formes d'expertise de la perception. Et ces enjeux de perception, ils activent des modèles de corps où penser, sentir, créer, explorer, agir, s'activent en même temps. Et en tout cas, en même temps, le temps d'une expérience. Et pour commencer la discussion entre nous, j'ai adressé 3 questions en fait, à nos intervenants. Puis je me dis que je vais les nommer toutes les 3 et puis chacun répondra en reprenant l'ordre de Michael, Jean-Baptiste, Anne et Clélia. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai fait passer les garçons avant les filles, c'est nul, pardon. Donc la première question que j'avais, c'était dans chacun de vos univers, que ce soit donc la culture scientifique ou artistique, quelles sont les différentes valeurs de la plage ou du littoral qui sont abordées ou qui sont portées dans vos projets? La deuxième question sur laquelle je voulais qu'on réfléchisse ensemble, c'était dans comment vos démarches s'inscrivent dans une participation du public
et comment elle réinvente peut-être les formes des modes de participation. Donc là, on voit par exemple, c'est pas tous les jours que des étudiants vont 15 jours sur le terrain pour enquêter et que la commande, elle vient des habitants. Mais voilà, Clélia va nous en préciser tout ça. Et enfin, qu'est-ce que vous pensez que ça crée sur le territoire dans lequel vous êtes inscrit? Est-ce qu'il y a des effets que vous pouvez, vous, déjà voir, percevoir? Est-ce que vous pensez que ça participe à des formes de respect, d'éthique de la nature, ou en tout cas d'écologie des pratiques habitantes, que ce soit d'un point de vue social ou environnemental? Je laisse tout de suite la place à Michael et puis je vais reprendre le partage de l'écran pour finir avec les visuels. Vas-y, Michael. Merci. Pour rétablir la parité, je veux bien laisser la parole, hein, que les choses soient claires. Mais comme c'est prévu, bon, voilà. Alors, je reprends. On est d'accord, hein, Joanne, on aborde chaque question enfin, je reprends cette question des valeurs. Alors, quand cette question a été posée, je me suis dit, en fait, je n'ai pas l'impression, concernant à domicile, hein, qu'il soit vraiment question de valeurs en tant que telle, et que ce soit vraiment juste concernant le festival. Mais j'ai l'impression qu'il est davantage question d'inscrire dans un territoire rural, je me répète, hein, de la danse contemporaine, et il se trouve que c'est en bord de littoral. Donc évidemment, par la force des choses, il y a une prise en compte du littoral. Et de nombreux artistes s'en sont vraiment emparés. Donc du littoral, de la plage de Guissény en particulier, mais de manière très très différente. Et du coup, j'ai essayé de trouver, absolument pas de manière exhaustive, différents exemples de la manière dont, voilà, certaines et certains s'en sont emparés. Donc j'ai pensé à la première comme au littoral comme thématique. Et pour illustrer ça, je voudrais reprendre simplement l'intention d'un projet qui date de 2015. Et là, je vais citer une jeune chorégraphe qui s'appelle Marie Hortz. Donc, je la cite. Le projet s'appelle Retour à la mer Canandiscand. Donc, Canandiscand en breton, ça veut dire chant contre chant. Donc, je la cite. Retour à la mer Canandiscand est une première ébauche chorégraphique d'une danse chorale pour les environnements absents. Les corps sont dans l'eau sans eau, se baignent sans vagues, sont soumis à des lois météorologiques, partagent la présence d'une baleine. C'est entre les corps que se lient LIE/LIT ces environnements et ces présences aquatiques, et c'est à l'œil du spectateur d'en déchiffrer les images et d'en recomposer les intrigues. Ce qui était intéressant dans cet exemple, c'est qu'il y a une vraie prise en compte des éléments donc, liés au littoral. Après, alors la baleine, c'est encore autre chose, mais et notamment, elle décomposait le mouvement de la baleine et qu'elle essayait de retrouver avec le corps que constituaient les participantes et participants. Je pense également à un autre projet qui a été traversé en 2019, qui s'appelle Waving, avec de Laurie Péchier-Pimon et Lauriane Oubey, et où elle voulait qu'il y ait au moins 40 participants, donc ce qui a été assez énorme pour nos petites épaules, et on a réussi à faire venir des gens d'Ardèche, notamment de Grenoble, de Nantes, parce que c'est aussi un projet itinérant. Et le Waving dit bien ce mouvement vague, et où elle travaillait justement sur le mouvement choral se reliant à la mer. Et du coup, en fond, évidemment, la mer arrivait au fur et à mesure. Et un deuxième exemple, c'est le littoral comme scénographie, entre guillemets. Euh, et là, je voulais citer un autre chorégraphe qui est venu en 2019, qui est Mark Tompkins, qui est un chorégraphe américain, qui avait fait un projet, donc je le rappelle, avec les habitants à
à l'inverse Anne Langlard, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez, et notamment sur votre festival Plage de Danse. C'est vrai qu'il y a à la fois de la programmation, entre guillemets, hein, et de pièces préexistantes et des commandes. Ici, c'est vraiment très différent, c'est-à-dire que les gens, ce sont pratiquement que, entre guillemets, des commandes, c'est-à-dire le but est vraiment de venir travailler avec les habitants. Donc voilà, petite précision entre parenthèses. Et donc, Marc Tompkins avait proposé un projet qui s'appelle Ulysse à l'envers, entre parenthèses, inspiré de Odyssée d'Homère et Le silence des sirènes de Kafka. Et Marc avait décidé de prendre en compte les marées, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la performance, qui était une performance assez courte, de 25 minutes, on voyait au fur et à mesure l'avancée de la marée derrière les performeurs. Et je peux lire du coup son intention, enfin un petit texte qu'il a écrit a posteriori. Donc je le cite: le navire d'Ulysse s'approche de la plage des sirènes qui attire les navires sur les rochers avec leur chant irrésistible, entraînant les marins à la mort. Ulysse bouche les oreilles de ses matelots et se fait attacher au mât. Or, les sirènes possèdent une arme encore plus terrible que le chant, le silence. Voilà, donc il était parti vraiment sur quelque chose de très narratif. Et là, il s'était vraiment appuyé sur le littoral comme, voilà, je me répète, comme paysage, comme scénographie de sa proposition. Un autre exemple, et on a pu voir quelques images, c'est le littoral en tant que lieu immersif. Et les deux exemples, en l'occurrence, c'était la proposition qui s'appelle Mater de Julie Nioche, qui était en 2008, pardon, où une ligne de femmes s'avançait vers nous et puis, face à la mer. Puis les femmes rentraient dans l'eau et elles portaient des robes conçues à partir de patrons de costumes traditionnels bretons en papier. Elles rentraient dans l'eau jusqu'au-dessus de la tête et elles en ressortaient sans les costumes. Alors, c'est pas très écolo. On a un peu avancé depuis. Voilà, c'est le projet dont je parle, de Julie Nioche, donc Mater en 2008. Et puis, 12 ans plus tard, donc l'année dernière, en 2020, je pense également à cet autre projet qui s'appelle Feuillet on the Beach, de Béatrice Massin et Lou Cantor, où à la fin de la proposition, les corps terminaient également dans la mer. Je pense également au littoral comme lieu de déambulation. Et là, je pense à Faire Cabane d'Anne Colo, où en fait, elle nous amenait en tant que spectateurs dans différents endroits. Donc le public était vraiment amené à se déplacer avec les performeurs et où on pouvait avoir comme ça sur le littoral différents points de vue. Et le dernier exemple qui est un petit peu... j'ai envie de le citer parce qu'on en a parlé avec toi, Johan, c'est le film Dedans ce monde de Loïc Touzé, qu'il a fait sur 2 années avec Alice Gauthier et Julie Michel, où la question du littoral est présente en filigrane, en permanence, à travers le récit des habitantes et des participants. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai pratiquement terminé, mais sans jamais qu'il n'y ait aucune image du littoral. Voilà, je voulais terminer aussi sur cet exemple dans son abstraction. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Michael. Je propose à Jean-Baptiste de prendre la suite de la conversation. Oui, du coup, je vais pas aller trop sur le champ de l'imaginaire et le côté un peu magie des plages, parce que ça c'est bien développé, je pense, aujourd'hui, et tout ce que ça permet, hein, donc ça, c'est quand même un volet intéressant, mais je vais faire ma partie un peu plus terre à terre peut-être. Pour nous, c'est vraiment un formidable lieu d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, énormément de choses sur la nature, sur la biodiversité, mais aussi, par exemple, sur les services rendus, comment la nature fabrique des dunes, comment elle se débrouille avec ses déchets, hein. Il n'y a qu'à observer la laisse de mer, on en parlait en introduction. Eh bien, c'est dégradé par des petits crustacés, ça devient de la matière organique, les plantes poussent, refabriquent de la dune. Voilà, on apprend comment on ne fait pas de déchets finalement. Donc c'est quand même important pour comparer avec les problématiques plus humaines qu'on peut avoir par ailleurs.
Il y a peut-être un côté aussi fiabilité, c'est-à-dire qu'on est devant quelque chose qui est assez immuable, qui est puissant, c'est l'océan, c'est la nature, ça existe depuis voilà, des millions d'années et c'est fiable. Ça peut être surprenant, mais c'est quand même fiable tout le temps. Et ne serait-ce que par exemple la gravitation, le phénomène des marées, tout ça, voilà, on n'y peut rien et il faut faire avec, il faut essayer d'apprendre, etc. Et ça, dans une société où on est beaucoup sur du virtuel et sur de l'artificiel, ça fait des repères qui sont intéressants, je pense. Après, bon, il y a évidemment, c'est un lieu de transmission aussi des savoirs, mais aussi de plaisir simple. On apprend à pêcher, on transmet des choses comme ça. C'est vraiment un contexte en fait qui fait que c'est favorable, à mon avis. Et puis, un dernier aspect, c'est qu'on travaille beaucoup sur le bien commun. Là aussi, au niveau des valeurs, c'est quand même intéressant de nos jours. Et on a ces échanges tout le temps hein, sur plein de sujets, sur l'intérêt individuel ou l'intérêt commun, l'intérêt collectif de long terme. Et donc, c'est un bon contexte pour parler de ça. Et on a eu plein d'exemples déjà depuis le début d'après-midi sur le fait que c'est souvent là que ça coince et que les politiques ou les choix sont faits. Et donc, c'est des sujets qui sont très intéressants pour nous, en tout cas, à travailler avec les publics sur lesquels on avance. Donc, que ce soit les scolaires, comme on a vu tout à l'heure dans ma présentation, mais aussi beaucoup de grands publics et beaucoup d'élus, d'universitaires, de décideurs. Donc, c'est des notions pour moi intéressantes et le contexte s'y prête beaucoup, quoi. Voilà. Est-ce que tu pourrais juste, moi j'ai une petite envie, c'est que tu nous expliques un peu comment tu arrives avec ce dispositif à ce que les élèves aillent jusqu'à la discussion en fait avec les élus justement. Ben, c'est tout un enjeu. Si vous voulez, en fait, je ne veux pas parler trop à la place de l'OFB, mais c'est vrai qu'au début, l'approche était quand même assez scientifique. C'est-à-dire qu'en gros, on nous proposait que les premières séances soient assez scientifiques. Il s'agissait de faire un état des lieux de l'aire marine pour voir de quel état on part et de voir quelles sont les étapes d'amélioration, etc. En fait, ce que je vous ai présenté, c'est un peu la nouvelle méthode de laisser beaucoup plus ouvert en fait cette découverte. Et c'est cette confiance en fait qu'on fait dans les enfants qui revient en retour. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'on les considère effectivement comme des gens crédibles pour découvrir par eux-mêmes, pour être un peu autonomes, pour proposer des choses. Et du coup, ils se retrouvent en tant que personnes crédibles, ils se retrouvent aptes et comment dire, motivés pour discuter, pour échanger, pour donner leur point de vue, pour poser des questions. Voilà, on crée un contexte en fait d'amélioration continue, collective du groupe qui se forme là dans ce travail-là, parce qu'on a aussi le temps. Et donc, cette nouvelle méthode permet d'aller certainement beaucoup plus loin là-dessus. Et après, il y a un ton en fait adopté depuis le début avec les élèves. C'est pas un ton, encore une fois, de professeur, de la personne qui sait tout, etc. Mais plutôt, on est très à l'écoute en fait aussi de eux. Ça nous intéresse en fait de savoir ce qu'ils en pensent, là où ils en sont, ce qu'ils comprennent, etc. Donc, c'est cet échange-là qui fait vraiment la richesse en fait de ces dispositifs, encore une fois, avec les deux aspects que je citais tout à l'heure, mais qui sont vraiment très importants, donc j'insiste, mais le côté aventure, c'est-à-dire qu'on fait confiance aux élèves, donc on ne sait pas où ils vont nous emmener, mais faut l'accepter, et c'est très très bien. Et puis le côté temps, c'est-à-dire qu'on a vraiment largement le temps. S'il y a quelque chose qui reste un peu en flottement ou qui est mal fait ou mal fini, ben on y revient et on travaille comme ça petit à petit. Donc ça permet tout ça. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Est-ce que Anne veut reprendre, suivre la parole? Ou Clélia après, je vois. Oui, alors oui, en tout cas, dire au niveau des valeurs qu'on défend, enfin, du coup, je pense qu'on est plusieurs à défendre, c'est celle, effectivement, pour ce qui est de plage de danse, d'un paysage unique qui est capable d'influer sur des émotions. Particulièrement donc quand s'y passe quand s'y déroule une œuvre d'art. C'est vrai que c'est amener le public et les artistes à apprécier finalement le caractère vraiment singulier, spécifique à un instant T, puisqu'on est en fait sur des espaces qui sont très très mouvants.
Voilà, donc apprécier les effets des marées, les effets du climat sur un paysage et en même temps sur un spectacle. Voilà, et sur la réception, en tout cas, d'un spectacle. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment une valeur, je pense, essentielle qu'on observe et que le public observe. Voilà, c'est aussi souligner la complexité des sites, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas facile forcément d'y danser, c'est pas facile d'y diffuser un spectacle. Donc voilà, ça suscite beaucoup de rêves en fait de la plage, le littoral, mais voilà, il y a aussi évidemment énormément de contraintes et je pense que il faut vraiment pas faire contre, mais faire avec. Donc l'importance en tout cas de s'adapter à l'endroit où se passe ce qu'on veut, voilà, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut diffuser, ce qu'on veut créer, est essentiel. Et puis aussi, donc veiller, bien évidemment à ce que le public, respecte aussi ces endroits-là. Enfin ça, c'est très important parce qu'on est parfois sur des espaces sensibles. Donc on veille aussi, bien évidemment à ce que le public respecte les sites. On veille à des fois à limiter les jauges, et on forme aussi, finalement nos bénévoles à ça, à faire attention en tout cas à ce que voilà, il y ait pas de débordement de public. Alors on a relativement de la chance parce qu'en fait plage de danse, il y a du monde, mais on n'est pas encore débordé, on va dire, par les fréquentations. Enfin, mais c'est hyper important en tout cas quand on est sur ce genre de site. Voilà, après par rapport à la participation du public, bon, j'en ai parlé, donc je ne vais pas le redire. C'est vrai que c'est en tout cas un élément essentiel du festival, à travers la pratique en fait, de la danse et notamment la pratique donc dans les espaces naturels. Je pense par exemple à un atelier, qui avait été mené par, Clara Cornil et la compagnie Les Décisifs, qui s'appelait, Scénographie en mouvement et qui amenait en fait les gens donc de tous âges avec des perches, ça s'inspirait d'un spectacle qui s'appelait Qu'une griffure de lumière, à imaginer en fait une scénographie dansée sur une plage. Donc c'était hyper intéressant parce que ça obligeait vraiment à avoir un regard sur l'horizon. Voilà comment en fait on bougeait avec cet objet perche par rapport à la dune, par rapport à l'horizon. Voilà, donc ça c'est vraiment des formes d'observation euh, qui sont uniques à travers ces ateliers-là et qu'on voilà, on ne pratique pas par ailleurs en dehors de ces propositions. Voilà, et puis dire aussi que oui, c'est un temps fort qui contribue à valoriser bien évidemment les paysages et qui, enfin, je pense, qui est porté par la population. Voilà, je pense que les gens sont fiers de leur paysage et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. On a des fois des suggestions, nous, de public qui nous dit: «Ah et pourquoi, on pourrait faire quelque chose à cet endroit-là?» Donc voilà, il y a aussi une forme d'appropriation finalement, de l'endroit et ça, je trouve ça aussi, extrêmement intéressant. Bah, merci Anne. Clélia, on te laisse la parole. Oui, merci Joanne. Alors, pour ce qui est des valeurs qui sont abordées, alors, je ne sais pas si on pourrait dire valeurs, mais en tout cas, dans ce travail qu'on a réalisé, au cours des entretiens, est beaucoup ressorti le fait que le fait de vivre près du rivage, le fait d'être né là, d'avoir grandi sur ce rivage, faisait des vies pleines de départ et de retour. Peut-être une envie d'ailleurs, ces envies se sont souvent matérialisées, réalisées, donc en tout cas dans les entretiens qu'on a eus. Et puis, toutes ces personnes sont souvent très souvent revenues dans leur ville de naissance, ou là où ils avaient grandi. Et donc, voilà, je me posais cette question, est-ce que ce rivage faisait qu'on avait ces vies pleines de départ et de retour, comme cela, des allers-retours
entre cette ville et puis d'autres pays, d'autres régions. Et d'ailleurs, le terme, enfin, le nom de Bidart, donc cette ville qui s'appelle Bidart, cela veut dire à la croisée des chemins. Et je trouve que c'est aussi une belle image peut-être pour ces villes de rivage, justement, qui seraient un peu à la croisée entre ce monde maritime et le monde terrestre, mais donc pas en tant que frontière infranchissable, mais au contraire, peut-être qui permet un appel et puis ensuite un retour justement par amour de cette ville, de ces lieux. Et donc, justement, cet amour de ces lieux, c'est un littoral qui attire aussi bien les habitants qui ont souvent choisi d'être là, de vivre en ces lieux. C'est un choix qui a été fait, soit certaines personnes sont revenues, soit certaines personnes se sont installées là, mais il y a souvent eu un choix derrière cette installation. Et dans cette attirance pour le littoral, il y a aussi, dans les entretiens qu'on a réalisés, transparaissait aussi un souci à la fois d'ouvrir cet espace à de nombreux passages, en termes notamment de tourisme et de différents types de tourisme. D'abord, il y a eu le développement d'un tourisme assez aisé au début du XXe siècle, et puis progressivement se sont développés des campings, etc. Donc, il y a ce souci d'ouvrir à tous ces possibles, donc en faire un accueil, mais en même temps, il y a aussi un souci de ne pas perdre une certaine identité. Et donc, il y a beaucoup de questionnements qui avaient trait aussi à cette identité, et notamment par rapport à l'évolution de la ville, notamment garder les identités des quartiers. Les personnes nous parlaient beaucoup des quartiers dans lesquels ils habitaient quand ils étaient petits, des passages entre les quartiers, etc., qui peut-être, à force de développement du tourisme, ces petits passages étaient devenus des routes, et puis des grosses routes, etc. Donc, il y avait une modification. Et donc, comment préserver cette identité et ce côté village qui était une source de satisfaction pour les habitants, et en même temps, comment accueillir, notamment l'été, tous les touristes qui venaient là, notamment pour profiter du littoral. Donc voilà, il y avait ces différentes questions, en tout cas, qui avaient émergé lors des entretiens. Merci beaucoup, Clélia. Peut-être qu'on pourrait prendre, j'ai pas vraiment bien regardé le chat. Toi, Alix, qui était là-dessus, est-ce que tu as repéré des questions, ou si d'autres personnes veulent prendre la parole pour… Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais c'est possible que des personnes souhaitent les poser par oral. Donc, je regarde, non, toujours pas. Est-ce que certains d'entre vous ou certaines souhaitent prendre la parole? N'hésitez pas à vous signaler. Moi, je veux bien poser une question. Bonjour, Joël. Je veux bien poser une question. Je ne sais pas si d'ailleurs ça va, Alix. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Une petite question en fait à tous les intervenants, parce que j'ai l'impression que chacun justement aborde une temporalité aussi qui est différente. C'est intéressant quand on parle des espaces. J'ai l'impression que Jean-Baptiste a indiqué que c'était sur le temps long justement que se faisait la sensibilisation au territoire, à l'espace littoral, prennent du temps aussi pour mettre en place leur spectacle. Et justement, comment tout ce petit monde utilise la temporalité, comment elle se projette par rapport à ça? C'est une question qui est très, très générale. C'est peut-être pas très facile d'y répondre. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est comment chacun de vous, à partir de vos situations, vous projetez dans une forme de temporalité, à la fois à partir des projets, et puis aussi peut-être une temporalité future. J'ai cru peut-être entendre ça dans la question de Johan. Ouais, je veux bien répondre un tout petit peu, mais je vais rester très pragmatique moi aussi. Je vais faire exprès de rester comme ça sur ce volet-là. Mais notre gros boulot, c'est de faire en sorte qu'on ait ce temps-là avec les enfants. Et comme je dis, ça paraît simple, mais en fait, derrière, c'est des moyens, c'est de l'organisation, c'est du temps
d'école disponible, du temps d'intervenant professionnel. Voilà, donc c'est pas rien. Donc c'est pour ça que j'ai terminé le diaporama aussi sur l'avenue des officiels, parce que c'est des pas qu'on passe et qui permettent finalement d'avoir ce temps, de le gagner un petit peu ce temps-là. Après, sur la notion d'apprentissage du temps, effectivement, on a un temps qui s'accélère sur les plages, ça se voit avec l'érosion, avec les phénomènes climatiques. On est confronté à cette question du temps en permanence, avec une espèce d'urgence. Et donc, en face, eh ben, il faut comment dire, proposer des actions aussi un peu urgentes ou un peu rapides, des changements de société, on va dire. Il y a des urgences temporelles hein, qui apparaissent. Et puis, une autre notion quand même du temps, c'est la notion de cycle de temps aussi, de cycle immuable, je l'ai dit rapidement, mais la notion de marée, voilà, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 18 ans, on a des cycles différents de marée, etc. Et c'est intéressant de se recaler aussi sur les cycles un peu du cosmos, voilà, qui nous sert de repère un peu fiable pour poser ses pieds dessus et dire bon, bah, ça se passe comme ça et on va essayer de s'appuyer sur ces apprentissages-là, on va dire fiables, pour créer de l'échange et de la discussion sur comment on pourrait améliorer un petit peu nos sociétés par rapport aux enjeux qu'on découvre maintenant, quoi. Donc voilà, c'est une notion qui est vraiment importante. Mais encore une fois, le gros du travail pour nous, c'est de disposer du temps. Et ça, c'est le plus difficile. Par rapport à cette temporalité, dans le projet que je vous ai présenté, je verrai 3 temporalités, la plus longue à la plus courte. La plus longue, ça serait la temporalité sur un siècle, sur cette question même de l'évolution de cette ville du littoral tout au long de ce siècle. Voilà, comment les routes, les nouvelles routes ont été tracées, comment l'occupation du sol a changé d'une ville tournée vers l'agriculture à une ville tournée vers le tourisme. Donc, ça a une certaine échelle de temporalité assez longue. D'autre part, une autre échelle de temporalité alors assez longue pour ce qui est, disons, d'une étude. Ce serait donc cette étude menée par les habitants de Bidart, par la mairie et également par l'Atelier des jours à venir, dont je tiens à remercier ici donc Livio Riboli-Sasco et Maria Potier qui étaient avec nous sur le terrain et qui donc sont à l'origine de cette médiation scientifique avec les habitants. Et donc, les ateliers des jours à venir, justement, favorisent ce temps long de la recherche grâce justement à ces études sur plusieurs années, voire même sur une dizaine d'années, ce qui est assez rare, ce qui est même très rare dans le monde de la recherche. Et là, par exemple, les habitants, donc ça faisait 2 ou 3 ans qu'ils se posaient déjà ces questions, qu'ils avaient commencé cette réflexion. Et là, ils poursuivent cette réflexion. Là, ce que je vous ai présenté, c'est une toute petite partie vraiment de l'ensemble du projet hein, qui est beaucoup plus complexe et multiforme. Et donc, nous, quand on a participé, c'était justement sur un temps très court de 2 semaines. Donc, c'est court et en même temps, ça a aussi une intensité forte voilà, de pouvoir vivre pendant 2 semaines sur ce lieu qu'on ne connaissait pas, ni les professeurs, ni les étudiants, et donc partager avec ces habitants ce questionnement en arrivant, en étant immergé pendant un temps très court, mais très intense sur ces lieux du littoral. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent rebondir? Parce que sinon, je vais… Pardon, Oui, je peux simplement prendre la parole, mais très, très rapidement. C'est-à-dire que cette notion de temporalité, comment elle résonne par rapport aux résidences et aux festivals, c'est-à-dire au temps de visibilité d'à domicile, c'est-à-dire que ça fait 14 ans, donc on va, j'ose l'espérer, fêter la 15e édition l'été prochain. C'est vraiment le temps qui fait que cette expérience perdure, qu'il y a une vraie compréhension de la part des habitants. Et c'est sûr qu'on n'en est pas après 14 années au même endroit que quand le festival a commencé en termes de reconnaissance des
alors, à l'endroit des tutelles, mais surtout, j'ai envie de dire, à Guissény par rapport aux habitants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui défendent becs et ongles ce festival, et puis des personnes que ça n'intéresse pas, et tant mieux, et très bien. Donc je pense à ce type de temporalité. Après, la seconde, c'est le temps de la création, c'est-à-dire que ce sont des temps très courts. Il y a toujours un moment de repérage en amont par les artistes, mais le temps de conceptualisation et de partage est très court, comparé à des créations sur des plateaux où généralement, et moi, le premier, je défends des temporalités plutôt très longues, des durées longues. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose où l'efficacité, malheureusement, doit être là. Après, c'est un rythme quand même très tranquille, hein. Le travail ne se mène pas sur toute la journée, dans la mesure où les participants et les participantes parfois ont repris le travail, parfois sont des étudiants, donc ne sont pas disponibles. Donc tout ça se construit avec les participants. Et puis, par rapport au littoral, la temporalité, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure sur le projet de Mark Tompkins, la prise en compte des marées, ça c'est quelque chose aussi où je me rends compte au fur et à mesure qu'il y a un intérêt grandissant de la part des artistes de prendre ces différentes dimensions en compte, l'érosion des dunes, et du coup leur protection, le passage de la journée à la nuit, entre chien et loup, tous ces éléments en fait du paysage qui sont de plus en plus intégrés, et du coup le rapport à leur durée. Voilà. Merci, Michael. Eh bien, peut-être qu'on peut donner maintenant l'occasion à Julie Boivot. Donc, Julie, qui est la facilitatrice graphique qui nous suit sur ces journées. Est-ce que Julie, tu es Oui, avec nous pour conclure cette première table ronde? je suis là et je suis prête. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Super, donc je vous emmène sur le visuel. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, hop, je vous emmène là. Est-ce que vous le voyez apparaître à l'écran? Ouais. Ok. Alors, je vais juste mettre un filtre au-dessus pour vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai pu capter durant ces échanges. Alors, c'est vrai que c'était très riche d'avoir les arts et les sciences et de regrouper tout ça sur un même visuel. Enfin, il y a quand même des trames qui étaient intéressantes. Donc, je vais mettre un petit fil pour vous montrer. Alors, il y avait toute la partie, ce que j'ai mis ici, là, sur les acteurs. En fait, qui sont les acteurs qui ont été nommés par les différentes personnes, et puis comment on va impliquer ces différents acteurs-là dans les projets. Donc, les acteurs sont ici, et toute la partie ensuite, terre, en tout cas littoral, la plage, et qu'est-ce qu'on peut faire en fait sur ce territoire avec les acteurs. C'est vraiment ce regard de comment on peut les faire fonctionner, ou en tout cas avoir des propositions pour les faire interagir. Donc, dans les acteurs, il y avait les associations. Alors, je n'ai pas tout repris, mais il y en a certains qui ont été nommés précis, comme par exemple le Quartz, l'Office français de la biodiversité, les différentes collectivités, donc je n'ai pas tout relisté, que ce soit les communes, les intercommunalités, le département, la région. Les acteurs patrimoniaux également, les chercheurs et les médiateurs pour le parti plus scientifique. Et puis, évidemment, les habitants. En fait, c'est eux que j'ai mis, les personnages que j'ai mis ici. Les habitants, les enfants et les étudiants également. Et ensuite, il y avait c'est les fameuses flèches que j'ai mis là, en fait, très colorées, toutes les interactions, en fait, que peuvent avoir ces acteurs avec la terre, avec le littoral, avec pas la mer, voilà, vraiment le littoral. Donc, il y avait cette flèche ici, là, c'est le fait donc de s'approprier par la danse, notamment dans la première intervention. Donc, comment on va danser, comment on peut mettre en lien, c'est ce que j'ai mis ici, le corps et le paysage. Alors, il y avait évidemment différentes propositions, je n'ai pas tout renoté, il y avait notamment les balades chorégraphiées et d'autres propositions également. Mettre en lien également les émotions. Dans la partie plus par rapport à
aux enfants et à l'appropriation de la plage, il y avait le fait de, c'est la flèche rouge que j'ai mis ici, l'interaction d'aller en fait sur le territoire et de sentir par soi-même. C'est comment, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est mouillé, c'est quoi les textures, comment vraiment l'individu va sentir en fait cette terre-là, et comment il va ensuite amener ces éléments-là dans la classe pour ensuite aller approfondir, apprendre, enfin, même si l'apprentissage commence déjà dehors, on pourrait dire, mais comment on va justement aller connecter en fait l'extérieur à l'intérieur. Et puis au niveau des étudiants, il y avait le fait de percevoir, qu'est-ce qu'on va aller percevoir de l'extérieur, qu'est-ce que nous on perçoit, qu'est-ce que les autres perçoivent, et pareil, comment on va comprendre en fait, c'est ce que j'ai mis ici, le territoire à partir de ces perceptions-là. Et il y avait, alors là c'était plutôt dans les propositions de la danse, mais ce qui se retrouve également dans les propositions plus scientifiques. Ce que j'ai fait ressortir en gros ici, c'est comment on peut avoir un projet commun, donc qui va rassembler plusieurs acteurs, quels qu'ils soient en fait, que ce soit scientifique ou artistique. Comment un projet commun peut être inscrit en fait dans un paysage. Et quand il va s'inscrire dans le paysage, c'est cette flèche jaune-là, c'est comment ça va interagir en fait avec les individus. Quels échanges il va y avoir entre le lieu et l'individu, comment l'un va influencer l'autre et inversement. Donc le paysage en tant que lieu immersif, c'est ce que j'ai mis là. Cette petite phrase que j'avais trouvée assez anecdotique et pas anodine du tout, le littoral et le reste, en fait, tout ce qu'il y a ailleurs. Cette notion de bien commun, appréhender le bien commun. Et j'ai mis presque plus discrètement en blanc tous ces aspects de climat, de marée, d'espace mouvant et complexe, de le temps long aussi de ces paysages-là. Et c'est justement quand on vient en interaction avec ces éléments-là, le climat, la marée, ces espaces mouvants, d'apprendre en fait à faire avec. Là, on ne peut pas maîtriser les choses, on vient vraiment interagir en fait avec le lieu. Et donc, comment on apprend en fait de ça et on se l'approprie, que ce soit, comme je l'ai déjà dit, par la danse ou par observer les crabes ou par quoi que ce soit d'autre, en fait, comment on peut venir apprendre de tout ça. Voilà, je vais enlever toutes mes petites traces noires pas très jolies et comme ça, je vous laisse le visuel et je vous l'envoie évidemment par mail juste après. Voilà. Merci, Julie. Peut-être, Joanne, je ne sais pas si tu souhaites dire un petit mot de conclusion. Simplement, j'ai 2 questions en attente, mais qui peut-être, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle, Yannick et également Guy. Si on peut peut-être les poser aux intervenants de la prochaine table ronde, je pense que la question peut les intéresser au premier chef également. Est-ce que ça vous va, messieurs? Pour moi, c'est bien aussi, pas de problème. Bon, parfait. Ouais, pas de souci. Très bien. Un grand merci à Julie. J'espère que la qualité de son travail vous frappe comme elle me frappe. Et je pense qu'on peut partir en pause et se retrouver à 16h et garder le visuel de Julie pour nous accompagner pendant notre café. Merci à tous et tout de suite. Merci à tous. À tout de suite. Merci.